Vous écoutez toujours Futur Simple au 89.1 et après avoir parlé d'addiction à l'alcool, de mécanismes cérébraux qui sont à la base de cette addiction, on va glisser vers le thème du vin, mais en s'intéressant à la chimie du vin. Et quand il est question de chimie, c'est évidemment notre chroniqueur 100% chimique, Jean-Daniel Doucet, qui n'est pas bien loin. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Comme tout le monde, j'aime bien prendre du vin, donc on va parler d'addiction tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de consommation modérée, disons, de vin. Surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient, donc c'est toujours agréable de prendre un verre de vin pour jaser en famille, relaxer, ou encore pour célébrer entre amis, là, comme on s'apprête à faire nous ici avec l'équipe de Futur Simple après l'émission. Oui. Donc on va aller relaxer un petit peu. Et donc tant qu'à faire une fête entre nous, pourquoi ne pas s'acheter un vin bien de chez nous? Oui, d'autant plus qu'on a des vins au Québec qui valent quand même, qui sont quand même à ne pas négliger. Oui, absolument. Donc, on pense souvent, entre autres, aux vins de glace, donc des vins blancs qui proviennent de cépages, donc de raisins très particuliers qui vont résister à notre climat. Mais on a aussi du vin rouge. Et ça, souvent, la qualité du vin rouge québécois a été remise en question. On la connaît moins bien, oui. Effectivement. Donc, on hésite un peu à se tourner vers le vin rouge. Donc, pour nous parler des vins québécois et avoir leur juste un peu sur les vins québécois, j'ai rencontré Mme Karine Penneau, qui est chercheure scientifique au Centre de développement bioalimentaire du Québec en œnologie et en viticulture, donc sur le vin et la culture des raisins. Elle est aussi professeure associée au département des sciences des aliments et de nutrition de la faculté de sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Donc Karine va nous parler notamment des cépages nordiques, donc des types de raisins qui ont été élevés et croisés spécifiquement pour résister à notre climat rude. Donc on a vraiment élevé des raisins pour qu'ils deviennent capables de résister à nos hivers notamment. Mais elle va aussi nous parler de la chimie de nos vins. Et elle va le faire ça à travers une étude dans laquelle j'ai moi-même été un cobaye. Oh, merci Jean-Daniel d'avoir été cobaye. Donc on vous écoute. Bottles of reasons are kept in the freezer now. They won't leave me wild, won't they leave me alone? C'est sûr que l'industrie au Québec, premièrement, est basée sur la culture de cépages rustiques. Donc, c'est pas... Qu'est-ce qu'un cépage rustique? C'est un cépage qui réussit à passer l'hiver. Okay. En bon québécois. Donc, un cépage qui a la couenne dure, si on veut. Ouais, si on veut. Parce que l'affaire, c'est que les merlots, les cabernets sauvignons, les shiraz de ce monde, ils ont de la misère un peu à moins 30. On serait pas surpris. Même nous, on a de la misère, donc on peut imaginer que le vin a un peu de difficulté. C'est ça, mais ce sont des cépages méditerranéens, hein. C'est pas... les gens, il y a des gens qui cultivent ces cépages. Bon, pas du Shiraz, on s'entend là, mais du Merlot par exemple, du Pinot Noir, du Riesling aussi dans les blancs. Ces cépages-là ont besoin souvent d'une protection l'hiver, donc ils ont besoin d'être placés sous géotextile pour pas que la plante gèle. Idéalement, s'il y a une petite couche de neige, ça fait pas de tort. Vraiment, faut les isoler des étapes faut les protéger, puis aussi. C'est des plantes qui sont sensibles aux maladies, hein, parce que c'est des plantes méditerranéennes encore là, donc quand il pleut souvent, c'est pas nécessairement évident pour les maladies fongiques, entre autres, des choses comme ça. Donc les cépages rustiques ou semi-rustiques dans certains cas, la plupart du temps ce sont des hybrides qui sont issus de croisements à différents degrés entre différentes espèces de vignes. Et ces cépages-là, ces nouveaux cépages, est-ce qu'on a un vin avec ces cépages-là qui peut se comparer à ce qui se fait à l'international? Est-ce qu'on a un produit qui est intéressant à l'international, si on veut? Moi, je pense qu'on a différents produits qui sont quand même très intéressants. On parlait du vin de glace. C'est clair que le vin de glace, le principal cépage qui est utilisé pour le vin de glace, c'est le Vidal. Puis le Vidal, c'est un hybride français. C'est cultivé en Ontario pour le vin de glace, c'est cultivé au Québec pour le vin de glace. Cela dit, on fait du vin de glace avec beaucoup d'autres cépages au Québec également, là. Mm-hmm. Mais c'est un vin de classe internationale. Les vins de glace québécois gagnent des prix partout dans les compétitions à l'international, là.
vin de glace, on est très fort. Vin rouge, on est, comme on mentionnait tout à l'heure, un peu plus au début. Donc, il y a encore de l'amélioration qu'on peut faire. Ouais. Au niveau des rouges, c'est sûr que c'est plus difficile parce que les cépages qu'on cultive en rouge, c'est qu'ils ressemblent pas nécessairement aux cépages que le consommateur connaît. Donc, c'est pas un problème de qualité. C'est un problème de ce que les gens, produit, si on veut. de ce que les gens sont habitués de boire. Ah, ok. Au Québec, on a une centaine de vignobles qui produisent quand même une certaine quantité de bouteilles, mais dans cette production-là, il y en a peut-être 2% qui se retrouvent sur les tablettes de la SAQ, ce qui est très faible. Les gens, s'ils connaissent pas le vin québécois, est-ce que c'est faute d'y avoir goûté? Est-ce que ils ont suffisamment accès? Est-ce que ils l'aiment pas parce qu'ils ont acheté une bouteille une fois dans un marché quelconque, puis ils l'ont pas aimé, puis ils ont décidé que c'était terminé le vin québécois? Parce que c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez voulu vérifier justement ce qui se passait en faisant tester le vin aux gens. Est-ce que vous pouvez me raconter brièvement ce que vous avez tenté comme expérience dans vos laboratoires? On a monté ce projet-là avec, entre autres, l'association Vin Brome-Missisquoi, qui est une des plus grosses régions de production vinicole au Québec. Puis, les vignerons, il y a des vignerons aussi en dehors de Brome-Missisquoi qui ont participé, mais c'est qu'ils ont, sur une base participative, les gens ont envoyé des bouteilles pour qu'on les soumette à un panel de dégustation. Et ça, c'est un panel complètement à l'aveugle et un panel de consommateurs, ce qui veut dire de gens pas nécessairement experts. Hein? Moi, je voulais vraiment ce qu'on appelle le average consumer. Là. Comme moi, par exemple. On va dire tout de suite, par exemple. Par exemple, toi qui as retrouvé le moyen de participer. Mais je voulais pas d'experts nécessairement. C'est sûr qu'on fermait pas la porte à des gens qui ont un peu plus de qualification dans le sens où ils sont plus habitués de goûter différents vins et qui s'intéressent à ça. Disons des gens qui ont ça comme AB. On fermait pas la porte à ces gens-là. On voulait seulement des gens de la classe moyenne. Donc, et vous aviez donc un panel d'environ... on avait un peu plus d'une vingtaine de vins québécois. Et puis, par-dessus ça, on a ajouté 2 vins français et un vin italien qui provenaient d'une commandite qu'on a eue de la SAQ et qui sont de gros vendeurs à la SAQ. Okay. Entre autres, un Valpolicella italien qui sort assez bien. Essayez de voir comment nos vins se comparent par rapport aux bons vendeurs de la SAQ, par exemple. Faut faire attention parce que le design expérimental n'était pas fait pour une comparaison disons Québec versus reste du monde, ok? C'était pas ça qu'on visait. Moi, je les ai glissés dans le panel parce que je me suis dit on va voir si les notes sont meilleures. C'est exploratoire, ok? Ce projet-là, vraiment, là, c'est vraiment pour voir où est-ce que je devrais travailler, mettre mes énergies en premier comme chercheur. C'est quoi les gros bugs avec les vins québécois? Donc, on a soumis ces vins-là, on en avait 24 au total, à un panel d'une 60aine de personnes dont tu avais le bonheur de faire partie. Oui, effectivement. Puis, on a demandé tout simplement aux gens de noter les vins sur une échelle de 1 à 9, ce qu'on appelle l'échelle hédonique d'appréciation. Donc, 5 étant moyen et 1 étant vraiment défectueux, pas buvable. Carrément défectueux, là. Carrément défectueux. À jeter, on peut retourner la bouteille à... Oui, si on est ou vous le mettez dans l'évier, c'est ça, long, ou vous faites du vinaigre. Fait que c'est ça. Sinon, 9, c'était évidemment excellent. Donc, et vous, l'objectif est de trouver dans ces vins-là certains composés. On faisait la chimie de ces vins. On essayait de trouver les déterminants de ce qui faisait qu'un vin était apprécié, si on veut. Oui, c'est qu'on essaie de chercher des critères de qualité. Donc, on regardait l'acidité volatile, des choses de base, le glycérol, tout ce qui va influencer l'appréciation d'un vin. Donc, vous aviez vos experts qui étaient chargés de trouver la présence de certains... On n'en est pas encore très avancé dans cet aspect-là du projet. On a vraiment... on s'est concentré sur la partie panel. On a fait le panel de consommateurs, on a fait un panel d'experts avec des sommeliers, des gens qui sont entraînés ou qui ont de très bons palais, des gens qui se sont entraînés aussi à reconnaître certains arômes, des choses comme ça. Des gens qui s'intéressent à ça, qui ont un très bon palais puis qui sont capables
capable d'apprécier, de décortiquer l'arôme d'un vin pour aller chercher des notes d'épices, aller chercher des notes de fruits, voir vraiment c'est quoi les caractéristiques, exactement. Whiskey and wine, you mess up my mind. Whiskey and wine, you got me this time. Oh! Alors dis-moi, Jean-Daniel, t'as pas trop souffert pendant ces tests? Non, ça va. C'est bien passé? Ça va, on m'a quand même bien traité. Bon, on Ouais. était dans une pièce sombre pour tester les vins, mais bon, ça va, je m'en suis quand même assez bien sorti. Effectivement, donc c'était pas très douloureux. Donc on devait, pour mettre en contexte, donc pendant les tests, goûter dans une salle noire où on ne voyait pas la couleur des vins, où on ne voyait pas ce qui nous entourait. On savait pas leur identification. Non, mais pas c'était à la- d'identification, ouais, c'est ça. rien, donc complètement à l'aveugle. Je ne savais même pas qu'on parlait des vins québécois à ce moment-là. Ah ouais. Donc on était vraiment tenu dans le noir, autant au plan visuel que au plan mental, si on veut. Et donc ce qu'on a fait, c'est goûter les vins. Et ensuite on a appris que c'était des vins québécois. Et notamment, il y a quelques vins moi que j'ai personnellement très apprécié. Entre autres, il y avait le Tinello, qui est un vin qu'on retrouve à la SAQ, qui est un vin du vignoble Gagliano. Donc oui, le Gagliano, le vignoble de l'ex-homme politique du Parti libéral, qui fait par ailleurs un très bon vin. Donc il faut savoir que les producteurs de vins québécois sont surtout d'ex-hauts dirigeants avec beaucoup d'argent et évidemment beaucoup de temps parce que ils sont rendus à leur retraite et ils sont indépendants de fortune. Mais là, pour revenir au vin, donc, quelles sont les molécules ou je sais pas les saveurs, je sais pas comment on peut appeler ça finalement, qui ont été préférées par les gens qui se sont soumis au test? Donc par le Québécois moyen, si on veut. Donc en tant que digne représentant du Québécois moyen, j'ai préféré les vins qui sont plutôt très sucrés, des vins avec des notes de grillé, des notes d'épices et de caramel. Et ça, ce sont des résultats que Karine a d'ailleurs présentés récemment au 3e Congrès international sur la viticulture nordique à Neubrandenburg, en Allemagne. Et comment est-ce qu'on fait, en fait, pour identifier les saveurs? Donc, toutes ces odeurs-là, ces saveurs-là, Karine en a parlé tout à l'heure, on les identifie avec un panel d'experts. Donc, ce sont des gens, des œnologues qui ont un nez, des papilles, qui ont été formés pour repérer certaines odeurs. Et on utilise un appareil qu'on appelle de chromatographie en phase gazeuse. C'est un appareil qui va séparer les molécules. Donc, les molécules vont nous arriver une à la fois. Chaque aromate va nous arriver un à la fois. Et les experts sont capables de repérer ces odeurs-là et de leur attribuer une caractéristique. Donc là, il y a une certaine corrélation entre l'analyse qui est faite, l'analyse chimique qui est faite avec cet appareil-là exact. Et ce que ressentent les goûteurs professionnels. Ce que ressentent les goûteurs professionnels et ensuite on relie ça à ce que le Québécois moyen a apprécié. En tout cas, c'est très intéressant quand même. Donc, je vais retenir le vin. Je vais aller goûter un petit peu plus les vins, j'allais dire italiens, les québécois. Les vins québécois, ouais, absolument. Il y en a des très bons, effectivement. Puis avant donc de cracher sur un vin québécois ou de dire bon non c'est un vin québécois c'est peut-être pas très bon, on peut penser à s'offrir un vin québécois avant de se diriger tout de suite vers un vin italien ou français. On peut penser un peu plus au vin québécois comme cadeau de Noël, pourquoi pas? Absolument, avec les fêtes qui s'en viennent, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Daniel. De rien.